Jean-Pierre Leroy revint chez lui sans prévenir. Nul ne savait qu'il était de retour. Un silence de mort pesait sur la grande maison de campagne, comme c'était le cas depuis 18 interminables mois. Puis, il perçut un son. Des bruits qui émanaient de l'intérieur. Son cœur se mit à battre la chamade. Il ignorait ce que c'était. Il avança, guidé par le son, les mains moites. Le bruit provenait de la cuisine. Il ouvrit la porte et la scène qui s'offrit à lui coupa le souffle. Jean-Pierre Leroy était milliardaire. Un homme parti de rien, qui avait fait fortune dans l'immobilier parisien. Il rachetait des bâtisses vétustes pour les métamorphoser en joyaux architecturaux valant des fortunes. Tout ce qu'il entreprenait se transformait en succès. Mais aucune somme d'argent ne pouvait lui ramener ce qu'il avait perdu. Son épouse, Valérie, avait été tuée dans un accident de la route dans le 16e arrondissement de Paris. Un conducteur ivre avait brûlé un feu. Elle était morte sur le coup. Jean-Pierre était à Dubaï, sur le point de signer un contrat de 200 millions de dollars, lorsqu'on lui avait appris la nouvelle. Le jour de l'enterrement, quelque chose s'était irrémédiablement cassé chez ses 3 filles. Manon, Chloé et Léa, âgées de 4 ans, des triplées parfaites, chevelure blonde et yeux verts. Toutes les 3, au même moment, avaient cessé de parler. Avant, Manon connaissait d'innombrables comptines. Chloé voulait tout savoir et son « pourquoi ?» résonnait dans chaque pièce. Léa chantonnait des mélodies de son invention dans la baignoire. Désormais, le néant. Un silence total. 18 mois d'un silence opaque. Pas un mot, pas un éclat de rire, pas une seule larme bruyante. Juste 3 petites silhouettes se tenant la main, le regard perdu dans le vague, semblable à des fantômes. Jean-Pierre avait mobilisé des fortunes pour les guérir. Les plus grands pédopsychiatres de l'hôpital Necker, des sommités venues de Londres, des thérapies en chaîne. Il les avait emmenés à Disneyland Paris, en bord de mer, dans les Pyrénées. Il leur avait offert des chiots, fait ériger une cabane dans un chêne centenaire. En vain. Les fillettes demeuraient emmurées dans leur monde intérieur, unies dans leur silence, comme liées par un serment au chagrin. Jean-Pierre fit alors ce que font les hommes anéantis. Il prit la fuite. Il se noya dans le travail, des journées de 16 heures, des voyages d'affaires incessants, Singapour, Londres, Dubaï. Car demeurer dans son domaine en Touraine était une torture, une lente asphyxie. Sa propriété comptait 12 chambres, une piscine à débordement, un court de tennis, une salle de projection privée, mais c'était le lieu le plus désolé au monde. Un soir, Monique Dubois, la gouvernante qui servait la famille depuis 2 décennies, vint le trouver. « Monsieur Leroy, je n'y arrive plus seul. La demeure est immense. Les petites ont besoin de plus d'attention que je ne peux leur en accorder. M'autorisez-vous à recruter quelqu'un ?» Jean-Pierre leva à peine le nez de ses documents. « Recruter qui bon vous semble, Monique. » 3 jours plus tard, Sophie Duval se présentait. 30 ans, issue du quartier de Belleville à Paris, elle suivait des cours du soir pour devenir éducatrice de jeunes enfants tout en s'occupant de Lucas, son neveu adolescent. Sa sœur était morte 2 ans auparavant. Elle savait ce qu'était le deuil. Elle savait ce que c'était que de devoir continuer à vivre avec un cœur brisé. Jean-Pierre aperçut Sophie une fois dans un couloir. Elle transportait du matériel de nettoyage. Elle fit un signe de tête. Il ne lui accorda pas un regard. Ses filles, en revanche, l'avaient bien vu. Sophie n'essaya pas de les guérir. Elle ne les pressa ni de parler, ni de sourire. Elle fut simplement présente, chaque jour, pliant le linge en fredonnant de vieilles berceuses, faisant le ménage dans leur chambre, une présence rassurante et discrète. Et, peu à peu, les fillettes s'enhardirent. La première semaine, Manon les pieds depuis le seuil, puis Chloé, puis Léa. La deuxième semaine, Sophie fredonnait en rangeant les jouets. Léa s'approcha, fascinée. La troisième semaine, Manon déposa un dessin au crayon de couleur sur le linge frais, un papillon jaune. Sophie le saisit comme un objet précieux. Elle sourit et l'accrocha au mur. « C'est splendide, ma puce », chuchota-t-elle. Le regard de Manon s'éclaira, une fraction de seconde. Semaine après semaine, un changement s'opérait. Imperceptible, presque sacré. Un changement que Jean-Pierre, toujours absent, ne pouvait voir. Les fillettes se mirent à chuchoter à l'oreille de Sophie, puis à construire des phrases,
puis à rire aux éclats tandis qu'elle pliait les serviettes. Après 6 semaines, elle chantait de nouveau. Sophie n'en fit pas état. Elle se contenta de les aimer, avec une patience et une douceur infinies, comme un jardinier qui sème et s'en remet au ciel pour la récolte. Jean-Pierre ignorait tout de la renaissance de ses filles. Il était à Singapour, finalisant une transaction majeure. Exténué, sous pression. Son retour n'était prévu que dans 3 jours. Mais une intuition le poussa à rentrer. Il n'avertit personne. Il prit le premier vol. En passant la porte d'entrée, la grande maison de campagne était calme. Comme à l'accoutumée. Il ne s'attendait à rien d'autre. C'est là qu'il entendit ce bruit. Ces sons. Sa poitrine se contracta. Il resta pétrifié dans le vestibule, tendant l'oreille. C'était inconcevable. La maison était muette depuis 18 mois, mais ces sons étaient bien réels. Des rires. Des rires d'enfants. Les mains de Jean-Pierre se mirent à trembler. Son cœur cognait violemment contre ses côtes. Il ne comprenait pas. Il se hâta dans le corridor, vers l'origine du son. Il avait le souffle coupé. Cela venait de la cuisine. Il atteignit la porte. Sa main tremblait en la poussant. Et ce qu'il vit à l'intérieur suspendit le cours de son existence. Le soleil entrait à flots par les fenêtres de la cuisine, une lumière chaude et vibrante, de celle qui ravive les couleurs et les cœurs. Léa, juchée sur les épaules de Sophie, ses petites mains dans les cheveux de la jeune femme, riait aux éclats. Manon et Chloé, pieds nus sur le plan de travail en marbre près de l'évier, balançaient leurs jambes, le visage illuminé. Elles chantaient, oui, elles chantaient, à la Clairefontaine. Leur voix cristalline emplissait la pièce d'une mélodie que Jean-Pierre croyait à jamais perdue. Sophie pliait de petites robes colorées, fredonnant avec elles, un sourire qui disait que tout cela était parfaitement normal. Les filles portaient des tenues magenta identiques. Leurs cheveux étaient coiffés, leurs joues empourprées par la joie. Elles étaient vivantes. Jean-Pierre était comme pétrifié sur le seuil. Son attaché-caisse avait dû lui échapper des mains. Il était incapable du moindre mouvement, de la moindre inspiration. Ces filles, parlant, riant, chantant. L'espace de quelques secondes, une vague le submergea. Un soulagement si intense qu'il crut que son cœur allait céder. De la gratitude, de la joie, une émotion qu'il n'avait plus connue depuis la mort de Valérie. Comme si, peut-être, une force supérieure ne les avait pas abandonnés. C'est alors que Léa s'écria, plus fort, « Mademoiselle Sophie, chante plus fort !» Et tout bascula. Jean-Pierre ne comprit pas sur le moment. Il ne put mettre de nom sur ce qui l'envahissait, mais c'était une sensation fulgurante, brûlante, abjecte. La jalousie, la honte, la fureur. Cette femme, une inconnue, avait réussi là où il avait échoué. Elle avait ressuscité ses filles. Pendant qu'il brassait des millions à l'autre bout du monde, elle était là, à les aimer, à les soigner, à jouer le rôle parental qu'il avait déserté. Et il l'a haï pour cela. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Sa voix claqua dans la cuisine tel un coup de fouet. Le chant cessa brutalement. Le visage de Léa se crispa. Sophie chancelaait, avec d'infinies précautions, fit descendre Léa de ses épaules. Manon et Chloé s'immobilisèrent sur le plan de travail, leurs jambes figées en l'air. Monsieur le roi, je... La voix de Sophie était basse, maîtrisée, mais Jean-Pierre vit qu'elle tremblait. C'est absolument inadmissible, la voix de Jean-Pierre était cassée. On vous paie pour faire le ménage, pas pour jouer à la maman et transformer ma cuisine en kermesse. Sophie baissa le regard. J'étais simplement avec elle, monsieur. Elle. Je ne veux pas le savoir. Le visage de Jean-Pierre était congestionné, ses poings crispés. Grimper sur les meubles, les porter comme ça. Imaginez qu'une d'elles tombe. Imaginez qu'il arrive quelque chose. Il n'est rien arrivé, monsieur. Je veillais sur elle. Vous êtes congédié. Le verdict tomba, glacial. Irrévocable. Faites vos affaires. Et partez. Sur le champ. Sophie resta un instant immobile, les mains agrippées au rebord du comptoir. Ses yeux s'embuèrent, mais elle ne protesta pas. Elle n'implora pas. Elle acquiesça simplement. Bien, monsieur.
Elle passa devant Jean-Pierre, le port altier, les épaules droites, des larmes silencieuses perlant sur ses joues. Les fillettes restèrent muettes. Elles descendirent du plan de travail, lentement, avec précaution, se prenant la main. Leurs visages étaient devenus des masques, vides, comme si on avait aspiré toute vie en elles. Elles fixèrent leur père, le fixèrent vraiment, et Jean-Pierre vit ce qu'il y avait dans leur regard. De la terreur. Elles avaient peur de lui. La lèvre de Manon frémit, mais aucun son ne s'en échappa. Chloé resserra son étreinte sur la main de sa sœur. Les yeux de Léa se remplirent de larmes qui s'écoulèrent en silence. Puis elles firent demi-tour et quittèrent la cuisine, main dans la main, leurs pas feutrés sur le carrelage. La pièce fut de nouveau silencieuse. Jean-Pierre était seul. Les robes vives que Sophie pliait gisaient sur le comptoir. Le soleil, si chaleureux quelques instants plus tôt, semblait désormais glacial et accusateur. Ses jambes flageolaient. Il se rattrapa au comptoir. « Que ai-je fait » Sa voix n'était qu'un souffle. La maison était redevenue silencieuse. Comme durant ces 18 derniers mois. Froide, morte, vide. Jean-Pierre s'affaissa sur une chaise, le visage dans les mains. Et pour la première fois depuis l'enterrement de Valérie, il prit la pleine mesure de ce qu'il était devenu. Non pas un père, mais un destructeur. Cette nuit-là, Jean-Pierre était seul dans son bureau. L'obscurité n'était rompue que par la lueur de la lampe de bureau. Un verre de vin rouge, qu'il n'avait pas touché, était posé à côté de lui. Il contemplait une photo sur une étagère. Valérie, radieuse, tenant les filles dans ses bras alors qu'elles n'étaient que des nourrissons. Toutes trois blotties contre elle. Son sourire était si lumineux que le regarder était une souffrance. « Que ai-je fait, Valérie » Sa voix se cassa. « Pourquoi ai-je fait cela » Le silence de la maison l'enveloppait, lourd et étouffant. On frappa discrètement à la porte. « Monsieur le roi » c'était la voix de Monique, douce mais ferme. « Je peux entrer » Entrez. Elle pénétra lentement dans la pièce, refermant la porte derrière elle. Elle n'apportait pas de tisane cette fois, elle ne s'assit pas. Elle resta debout, les bras croisés, le regardant comme une mère son enfant pris en faute. Elle parlait, « Monsieur le roi ». Jean-Pierre leva la tête. « Pardon » Vos filles. Elle parlait avec Sophie. Sa poitrine se noua. « Je sais, Monique. Je les ai vues tout à l'heure. » Non. Monique secoua la tête. « Vous n'avez pas compris. Ce n'était pas qu'aujourd'hui. » Cela faisait 6 semaines qu'elle parlait. Le verre échappa à Jean-Pierre. Il ne se brisa pas, mais se renversa sur le bureau. Le vin rouge tacha le bois ancien. Il ne fit aucun geste pour éponger. 6 semaines. Oui, monsieur. Des phrases entières, des histoires, des chansons. Sophie les a ramenées, jour après jour, à la vie. Les mains de Jean-Pierre se mirent à trembler. 6 semaines. Comment est-ce possible? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? La voix de Monique était douce, mais ses mots étaient acérés. Vous n'étiez jamais là pour qu'on puisse vous le dire, monsieur le roi. Il se prit la tête entre les mains. Mon Dieu. Mon Dieu. Monique, j'ai tout anéanti. En l'espace de 10 secondes, j'ai tout anéanti. Oui, monsieur. C'est exact. Ces mots flottaient entre eux. Aucune consolation, juste la vérité brute. La voix de Jean-Pierre était brisée. Quel père suis-je? Mes filles étaient en voie de guérison. Une vraie guérison, et j'ignorais tout. J'étais tellement affairé à fuir cette demeure que je n'ai même pas vu qu'elle reprenait goût à la vie. Monique s'approcha. Sa voix se fit plus basse. Monsieur le roi, réalisez-vous ce que vous avez fait aujourd'hui? Ces petites faisaient confiance à Sophie. Elle s'était ouverte à elle. Et vous leur avez montré que, lorsqu'on est effrayé ou perdu, on s'en prend aux gens qu'on aime. Jean-Pierre leva des yeux rougis. Je n'ai pas réfléchi. Je les ai vus si épanouis avec elle et j'ai eu l'impression. L'impression de ne plus exister, d'avoir été remplacé. Et donc, vous avez tout anéanti? Oui, sa voix n'était qu'un souffle. J'ai tout anéanti. Monique décroisa les bras. Et maintenant,
Que comptez-vous faire? Je dois présenter mes excuses à Sophie. Aux filles. Je dois réparer mes erreurs. Les excuses sont un premier pas, mais ces petites n'ont que faire de vos mots, monsieur le roi. Elles ont besoin de vous. De vous, pour de vrai. Pas du bourreau de travail qui règle les problèmes à coups de millions. Elles ont besoin de leur père. Jean-Pierre acquiesça lentement. Je parlerai à Sophie demain, à la première heure. Je la supplierai de revenir. Je vais arranger les choses. Monique le dévisagea un long moment. Puis elle se dirigea vers la porte. Je l'espère, monsieur. Pour elle. Elle le laissa seul dans la pénombre. Jean-Pierre reporta son regard sur la photo de Valérie. Les visages de ses filles, si petits, si innocents. Il les avait trahis. Il avait trahi Valérie. Il s'était trahi lui-même. Mais peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard pour se racheter. Le lendemain, Jean-Pierre convoqua Sophie dans son bureau. Elle entra sans un bruit, tête basse, les mains jointes. Elle portait son uniforme habituel, avec la même dignité, mais son regard avait changé. « Asseyez-vous, Sophie. » Elle s'installa au bord du fauteuil, le dos droit, attendant. Jean-Pierre se racla la gorge. « Sophie, je tiens à m'excuser. Mes propos d'hier, ma façon de m'adresser à vous, tout cela était inqualifiable. J'ignorais que les filles s'étaient remises à parler. Monique m'a tout expliqué hier soir. J'ai eu tort. » Sophie garda le silence. « Votre attitude n'avait rien d'inapproprié. Vous preniez soin d'elle comme je. » Sa voix se brisa, comme j'aurais dû le faire. « Je suis profondément désolé. » Elle leva enfin les yeux. Son regard était calme, limpide. « Puis-je m'exprimer librement, monsieur le roi? Je vous en prie. Hier, vous ne m'avez pas seulement congédié. Vous m'avez humilié. Devant 3 petites filles qui me faisaient confiance. Vous leur avez signifié que les gens de ma condition ne comptent pas. Que la peur ou la confusion autorise à blesser les autres. » Jean-Pierre accusa le coup. Sophie se leva. « Je sais quelle est ma place, monsieur. Je suis employé de maison. Je nettoie. Je plie le linge. Mais ces petites filles, elles étaient devenues tout pour moi. Et vous avez brisé ce lien sous leurs yeux. Sophie, je vous en supplie. Je ne reviendrai pas, monsieur le roi. Non parce que vous m'avez renvoyé, mais parce que je refuse de travailler dans une maison où l'on punit l'amour. » Elle se dirigea vers la porte. Jean-Pierre se leva. « Je vous en prie, mes filles ont besoin de vous. » Sophie se retourna, la main sur la poignée. « Vos filles ont besoin de leur père, monsieur le roi. Essayez peut-être de commencer par là. » Puis elle disparut. Monique trouva Jean-Pierre assis à son bureau 1 heure plus tard. « Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? » demanda-t-il sans la regarder. « Non, monsieur. Elle ne reviendra pas. » Jean-Pierre abattit son poing sur le bureau. « Je sais, Monique. Je sais que j'ai tout fichu en l'air. » Monique croisa les bras. « Dans ce cas, allez la retrouver. » « Comment? » « Comme vous le faites pour vos affaires, avec détermination et diligence. » Jean-Pierre la regarda vraiment pour la première fois. Puis il se leva. « Où puis-je la trouver? » Monique marqua une hésitation. « Monsieur le roi. » « Je vous en prie, Monique. Il faut que j'essaie. » Elle soupira. « Belleville. Je vous donne l'adresse. » Jean-Pierre a pris sa Citroën DS pour se rendre en ville dans l'après-midi. L'adresse le conduisit à un immeuble d'appartements modeste dans une rue étroite au trottoir défoncé et aux façades décrépites, à un monde de son domaine en Touraine. Il gravit les escaliers jusqu'au 3e et frappa. Un adolescent lui ouvrit, grand, le regard sur la défensive. Il examina Jean-Pierre de la tête aux pieds, le costume de luxe, les chaussures impeccables, et sa mâchoire se contracta. « C'est pourquoi. Je cherche Sophie Duval. »« C'est bien ici ?» L'expression du jeune homme se durcit. « Et vous êtes ? » Jean-Pierre Leroy. « Je suis. J'étais son employeur. J'ai besoin de lui parler. »« C'est vous qui l'avez viré. »
La gorge de Jean-Pierre se serra. Oui. J'ai commis une erreur. Je veux m'excuser. Le garçon s'interposa, lui barrant le passage. Vous l'avez fait pleurer. Vous lui avez fait honte devant des enfants. Et vous croyez pouvoir débarquer ici et tout effacer d'un coup de baguette magique? Je sais que je lui ai fait du mal. C'est pour ça que je suis là. Juste 5 minutes, je vous en prie. Elle ne veut pas vous voir. S'il vous plaît. La porte se referma. Jean-Pierre resta planté là, à fixer la peinture qui s'écaillait, les poings serrés, puis desserrés. Jamais on ne l'avait été conduit de la sorte. Jamais on ne lui avait claqué la porte au nez. Dans son univers, l'argent ouvrait toutes les portes. Ici, il ne valait rien. Il retenta sa chance le lendemain. Monique lui avait fourni une autre adresse, celle de la sœur de Sophie à Saint-Denis. Autre immeuble modeste, autre quartier où son costume criait qu'il n'était pas d'ici. Il frappa. Une femme d'une quarantaine d'années, un bébé sur la hanche, ouvrit. Elle semblait à bout de force. Vous désirez? Je cherche Sophie Duval. On m'a dit que je la trouverais peut-être ici. Le visage de la femme se ferma. Elle l'avait reconnue, et son expression s'était glacée. Vous êtes le Richard qui lui a hurlé dessus. Jean-Pierre baissa les yeux. Oui. Il faut que je lui parle. Que je m'excuse. Elle ne veut pas vous parler. Je vous en supplie, laissez-moi m'expliquer. Sophie, cria la femme par-dessus son épaule. C'est pour toi. Des pas. Sophie apparut derrière sa sœur. En voyant Jean-Pierre, elle se figea. Que me voulez-vous, monsieur le roi? Vous parlez. S'il vous plaît. Il n'y a plus rien à dire. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que je vous ai blessé. Mais mes filles. Elles sont retombées dans leur mutisme depuis votre départ. Elles sont de nouveau prisonnières du silence. J'ai anéanti la seule chose positive qui leur était arrivée depuis la mort de leur mère. La mâchoire de Sophie se contracta. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Je sais que non. Mais je ne suis pas là en tant que votre employeur. Je suis là en tant que père qui a failli, et je vous supplie de m'aider. Sophie détourna le regard, les yeux brillants. Jean-Pierre sortit une petite boîte en carton de sa poche. Ses mains tremblaient en la lui tendant. C'est un cadeau des filles. Monique l'a trouvé dans leur salle de jeu. Sophie hésita. Puis elle prit la boîte. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, 3 dessins, avec une légende à l'écriture mal assurée sur chacun. Pour Mademoiselle Sophie, un papillon jaune, un arc-en-ciel, un cœur avec des personnages en bâton se tenant la main. Et, dessous, un papier plié. Sophie le déplia. Les mots étaient tracés au crayon de couleur, en lettres larges et maladroites. Reviens s'il te plaît. On t'aime. Sophie porta la main à sa bouche. Les larmes inondèrent ses joues. Elles ont fait ça pour vous, dit doucement Jean-Pierre. Chaque soir avant de dormir. Monique les a découverts sous l'oreiller de Manon. Sophie serra la boîte contre sa poitrine, ses épaules secouées de sanglots. La voix de Jean-Pierre se brisa. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de les sauver. Parce que j'en suis incapable. Sophie resta là, étreignant la boîte, le visage baigné de larmes. Elle ne chercha pas à les essuyer. Elle fixait les dessins comme s'ils lui brisaient le cœur une seconde fois. Jean-Pierre attendit. Sans insister. Sans un mot. Pour la première fois depuis des lustres, il attendit. Finalement, Sophie releva la tête. Sa voix était chargée d'émotion. Monsieur le roi. Jean-Pierre. Ce que vous avez fait était cruel. Pas seulement pour moi, pour elle. Je le sais. Vous leur avez fait croire que m'aimer était mal. Que le bonheur était une chose honteuse. La gorge de Jean-Pierre se serra. C'est contre moi que j'étais en colère, pas contre vous. Je les ai vus revivre, et j'ai compris. Sa voix se cassa, j'ai compris qu'une étrangère avait réussi là où leur propre père avait échoué. Et au lieu de m'en réjouir, j'ai tout saboté. Sophie s'essuya les yeux du revers de la main.
Savez-vous ce qu'il a fallu pour que ces petites m'accordent leur confiance, pour qu'elles s'ouvrent? Elles étaient murées dans le silence depuis 18 mois. Et en un instant, vous leur avez appris que les gens s'en vont. Que l'amour est précaire. Je consacrerai le reste de mon existence à réparer cette erreur. Je vous le jure. Elle contempla de nouveau les dessins. Le papillon de Manon, l'arc-en-ciel de Chloé, les personnages de Léa main dans la main. Sa sœur s'approcha, toujours avec le bébé. Sophie, tu ne lui dois rien. Je sais. La voix de Sophie n'était qu'un murmure. Mais à elle, je leur dois. Elle se retourna vers Jean-Pierre. Si je reviens, et j'insiste sur le si, tout doit changer. Tout ce que vous voudrez. Fini les semaines de 80 heures. Fini les allers-retours à l'autre bout du monde pendant que vos filles grandissent sans vous. Si je dois les aider à se reconstruire, vous devez participer. Activement. Jean-Pierre acquiesça. Je vais réorganiser ma vie. Télétravail. Moins de déplacements. Il ne s'agit pas de réduire, monsieur le roi. Le regard de Sophie était maintenant d'une fermeté inébranlable. Il s'agit d'être présent. Au petit déjeuner. Au coucher. Les jours de chagrin où elle pleure sans savoir pourquoi. Vous ne pouvez pas gérer ça à distance. J'ai compris. En êtes-vous sûr? Elle s'approcha. Parce que je ne reviendrai pas pour vous voir leur briser le cœur une nouvelle fois. Je ne serai pas là pour recoller les morceaux pendant que vous signez des contrats à Singapour. Jean-Pierre mesura l'ampleur de sa demande. Toute sa vie, tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il était, reposait sur le travail, le succès, le contrôle. Et elle lui demandait d'y renoncer. Je ne sais pas si j'en suis capable, avoua-t-il à voix basse. Je ne sais pas comment faire pour m'arrêter. L'expression de Sophie s'adoucit, à peine. Alors, vous apprendrez. Comme ces petites apprennent à faire confiance à nouveau. Un pas après l'autre. Le silence s'installa. Jean-Pierre la regarda vraiment. Cette femme qui ne possédait rien en comparaison de sa fortune, qui avait perdu sa sœur, qui élevait son neveu tout en travaillant et en étudiant, qui avait aimé ses filles de manière désintéressée. Et il comprit une chose. Elle était plus forte que lui. Si vous revenez, dit-il lentement, je serai là. Je vous le promets. Coûte que coûte. Sophie le scruta un long moment, comme pour sonder son âme. Cherchait-elle la vérité? La sincérité? Finalement, elle acquiesça. Une semaine. Accordez-moi une semaine de réflexion. Sophie. Une semaine, monsieur le roi. C'est tout ce que je demande. Si vos paroles sont sincères, vous pouvez bien attendre 7 jours. Elle lui rendit la boîte. Gardez ceci. Montrez-le aux filles. Dites-leur que je l'ai vu. Dites-leur. Sa voix se noua, dites-leur qu'elle me manque aussi. Puis elle rentra et la porte se referma doucement. Jean-Pierre resta dans le couloir, tenant la boîte de dessin, partagé entre deux sentiments qu'il n'avait plus éprouvés depuis des lustres, l'espoir et l'effroi. Jean-Pierre retourna en Touraine en silence. La boîte reposait sur le siège passager. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder. 3 dessins, 3 preuves d'amour d'enfant qui avaient réappris à parler, avant d'être réduit au silence par sa faute. En arrivant devant le portail, la grande maison lui parut immense et menaçante. 12 chambres, tant d'espace, tant de vide. Il attendit un long moment dans sa voiture avant de se décider à entrer. Monique l'attendait dans le hall. Elle ne posa aucune question. Elle vit la boîte et comprit. Elles sont dans la salle de jeu, dit-elle simplement. Jean-Pierre monta l'escalier à pas lents. Chaque marche lui semblait peser une tonne. Arrivé devant la porte de la salle de jeu, il s'arrêta. Par l'entrebâillement, il les vit. Manon, Chloé et Léa, assises en cercle par terre, se tenant la main. Elles ne jouaient pas, ne dessinaient pas. Elles étaient juste là, le regard vide, comme pendant les 18 mois qui avaient précédé l'arrivée de Sophie. Jean-Pierre poussa doucement la porte. Les 3 fillettes levèrent la tête. Leurs expressions restèrent inchangées. Ni sourire, ni crainte. Le vide. Bonsoir, mes chéris. Sa voix était plus douce qu'il ne l'aurait voulu.
Elles ne réagirent pas. Jean-Pierre entra et s'assit par terre en face d'elle. À distance respectable. Il ne voulait pas les effrayer. Je suis allé voir mademoiselle Sophie aujourd'hui. Le regard de Manon vacilla. Une seconde à peine. Jean-Pierre leur montra la boîte. Elle m'a demandé de vous rendre ça. Elle a vu vos dessins, ce que vous avez fait pour elle. Léa serra plus fort la main de sa sœur. Elle m'a chargé de vous dire quelque chose. La gorge de Jean-Pierre était serrée. Elle a dit que vous lui manquiez aussi. La lèvre de Chloé se mit à trembler, mais elle resta silencieuse. Jean-Pierre posa la boîte entre eux. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je vous ai fait peur. Et je sais, il marqua une pause, la voix étranglée par l'émotion, je sais que je n'ai pas été le père qu'il vous fallait. Plus depuis la mort de maman. Silence. Les fillettes le dévisageaient avec leurs grands yeux verts. Les yeux de Valérie. J'étais terrifié après l'avoir perdue, poursuivit Jean-Pierre, presque dans un souffle. Je ne savais pas comment faire sans elle. Je ne savais pas comment vous aider. Alors j'ai fui. Je me suis réfugié dans le travail. Je me suis persuadé qu'en gagnant assez d'argent, en achetant assez de choses, en engageant assez de monde, je pourrais peut-être réparer ce qui était brisé. Manon sia. Une larme solitaire coula sur sa joue. Mais l'argent ne peut pas réparer ça. Je le sais maintenant. Et je suis tellement navré. Les épaules de Léa furent secouées de sanglots silencieux, comme elle avait pleuré pendant 18 mois. Les yeux de Jean-Pierre le piquèrent. J'ignore si mademoiselle Sophie reviendra. Mais une chose est sûre. Je ne m'en irai plus. Je reste ici, avec vous. Parce que vous êtes plus précieuse que tous les contrats, tous les immeubles, tout l'or du monde. Il tendit lentement une main, paume vers le ciel, et attendit. Un long moment s'écoula. Puis Manon lâcha ses sœurs. Elle rampa vers lui, lentement, avec une infinie prudence, comme pour s'assurer qu'il ne représentait aucun danger, et prit la main de son père. Le cœur de Jean-Pierre se brisa. Il la serra contre lui. Elle enfouit son visage dans son cou, toujours silencieuse, mais agrippée à lui. Puis Chloé la rejoignit. Et enfin Léa. Toutes trois blotties contre lui, pleurant en silence, leur petit corps tremblant. Jean-Pierre les enveloppa de ses bras et les serra comme il aurait dû le faire depuis si longtemps. « Je suis là », murmura-t-il. « Je suis là, maintenant. » Promis. Pour la première fois en 18 mois, Jean-Pierre Leroy resta. Il ne consulta pas son téléphone, n'eut aucune pensée pour son travail, ne s'échappa pas. Il se contenta de serrer ses filles dans ses bras et de laisser remonter à la surface tout ce qu'il avait refoulé, le chagrin, la culpabilité, l'amour fou et douloureux pour ces trois petites êtres qui méritaient bien mieux que ce qu'il leur avait offert. Et à cet instant, quelque chose changea. Jean-Pierre tint parole. Il annula son déplacement à Londres, reporta ses rendez-vous, demanda à son assistante de bloquer son agenda pour les 2 semaines à venir. Pour la première fois en 18 mois, il était à la maison. Il préparait le petit déjeuner et s'asseyait à table avec les filles. Elles mangeaient à peine, en silence, mais elles restaient. C'était déjà une victoire. Le soir, il leur lisait une histoire, assis par terre dans leur chambre, un livre illustré sur les papillons, les préférés de Valérie. Les filles, assises sur leur lit, l'observaient. Sans sourire, sans un mot, mais elles écoutaient. Une fois la lecture terminée, il les embrassa l'une après l'autre. « Je vous aime », chuchota-t-il. « Je vous aime si fort. » Elles ne répondirent pas, mais Manon lui serra la main une fois. 3 jours s'écoulèrent ainsi. Jean-Pierre était là. Il essayait. Il ne manquait aucun repas, jouait avec elles dans le parc, restait à leur côté pendant les longues heures de silence. Mais quelque chose clochait. Les filles étaient là physiquement, mais leur esprit était ailleurs. Elles erraient dans la maison comme des âmes en peine, silencieuses, sur leur garde, comme si elles attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Le 4e jour, Jean-Pierre trouva Léa assise devant la porte de la buanderie. Elle serrait contre elle un petit morceau de tissu, l'une des robes magenta qu'elle portait le jour de son éclat de colère. Le jour du départ de Sophie. Léa le pressa contre son visage. Ses épaules étaient secouées de sanglots. Le cœur de Jean-Pierre se serra.
Il s'agenouilla près d'elle. Léa, ma puce. Elle ne le regarda pas, continua de s'agripper à cette robe, pleurant en silence. Tu voudrais que mademoiselle Sophie revienne? Léa hocha la tête. Jean-Pierre sentit un étau lui serrer la poitrine. J'essaie, mon trésor. J'essaie de la convaincre. Léa leva enfin les yeux vers lui. Ses yeux verts étaient rougis, cernés. Et Jean-Pierre le vit. Elle ne le croyait pas. Cette nuit-là, Jean-Pierre ne trouva pas le sommeil. Il se posta dans le couloir, devant la chambre des filles, et tendit l'oreille. D'abord, rien. Le silence. Puis, il entendit des chuchotements. Son cœur s'arrêta. Il se rapprocha, collant son oreille à la porte. « Tu crois qu'elle va revenir » C'était la voix de Manon, fluette. « Je ne sais pas » répondit Chloé. « Papa a dit qu'il essayait » dit Léa. Un silence. « Mais il a déjà dit ça » reprit Manon. « Il a dit qu'il serait plus souvent à la maison. Il a dit plein de choses. » La main de Jean-Pierre se crispa sur le chambranle. Peut-être qu'elle ne veut plus revenir, la voix de Chloé était brisée. Peut-être qu'on l'a trop peinée. Ce n'est pas nous qui l'avons peinée, dit Léa. C'est papa. Ces mots furent un coup de poing en plein ventre. Elle me manque, Manon se mit à pleurer. Elle me manque terriblement. À moi aussi. À moi aussi. Jean-Pierre resta pétrifié, à écouter ses filles pleurer une femme qui les avait mieux aimées que lui, une femme en qui elles avaient davantage confiance. Il se laissa glisser le long du mur et s'assit par terre, la tête dans les mains. Elles parlaient, mais pas à lui. Elles avaient appris à faire confiance à Sophie au point de s'ouvrir, et il avait tout anéanti, si radicalement que même maintenant, alors qu'il était là, présent, à essayer, elles ne croyaient toujours pas en lui. Et au fond, elles avaient raison. Il sortit son téléphone et fixa l'écran. Il pouvait joindre n'importe qui, résoudre n'importe quel problème, mais celui-ci. Celui-ci ne s'achetait pas, ne se négociait pas, ne se maîtrisait pas. Il avait passé sa vie à bâtir des empires, à remporter des marchés, à avoir toujours une longueur d'avance, et il avait perdu la seule chose qui vaille. Non par manque d'argent, mais par manque d'amour, de temps, de présence. Jean-Pierre resta assis dans ce couloir sombre, à écouter ses filles pleurer une autre. Et enfin, il comprit. Il ne pourrait pas s'en sortir seul. Il avait besoin de Sophie. Non par commodité, non pour ses compétences. Parce que ses filles avaient besoin d'elle. Et peut-être, juste peut-être, que lui aussi. Il se releva lentement, s'essuya le visage et prit une résolution. Demain, il retournerait à Saint-Denis. Et cette fois, il ne repartirait pas sans son accord. Jean-Pierre arriva à l'appartement de la sœur de Sophie le lendemain matin. La semaine n'était pas écoulée. À peine 4 jours. Mais il ne pouvait plus attendre. Il frappa. Son cœur battait à tout rompre. La sœur de Sophie ouvrit. Elle parut surprise, puis irritée. Elle avait demandé une semaine. Je sais, mais il faut que je la voie. Je vous en supplie. La femme le dévisagea un long moment. Puis elle lança par-dessus son épaule, « Sophie, il est de retour. » Des pas. Sophie apparut, les bras croisés. Elle semblait lasse, comme si elle aussi avait mal dormi. « La semaine n'est pas passée, monsieur le roi. »« Je sais. Pardonnez-moi, mais je... » Sa voix se brisa. « Je les ai entendus hier soir. » L'expression de Sophie se modifia. « Entendu qui ? » ?»« Mes filles. » Elles parlaient dans leur chambre, entre elles. Les mains de Jean-Pierre tremblaient. « Elles parlent de nouveau, mais pas à moi. Elles ne me font pas confiance, et je ne peux pas leur en vouloir. » Les bras de Sophie se détendirent un peu. « Elle pleurait après vous, » poursuivit Jean-Pierre, la voix rauque. « Elle se demandait si vous alliez revenir, disait que vous leur manquiez. Et moi, j'étais derrière la porte, à écouter. Et j'ai compris quelque chose. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas les guérir. Je ne peux même pas les atteindre, parce qu'elles ne me croient plus. Et le pire, c'est qu'elles ont raison. » Sophie restait silencieuse,
l'observant. Je croyais qu'il suffirait que je sois là pour que tout s'arrange. Que ma présence serait suffisante. Mais non. Parce que pendant 18 mois, je leur ai appris que je ne reste jamais, que je finis toujours par partir. Que mon travail est plus important qu'elle. Sa voix se cassa. Et maintenant, elles attendent que je reparte. Une larme roula sur sa joue. Il ne l'essuya pas. J'ai besoin de vous, Sophie. Pas en tant que salarié. Pas pour vos qualités professionnelles. Parce que mes filles ont besoin de vous. Et moi, il déglutit péniblement, j'ai besoin d'apprendre de vous. J'ai besoin que vous me montriez comment être le père qu'elles méritent. Parce que je suis complètement perdu. Les yeux de Sophie brillèrent. Je vous en prie, murmura Jean-Pierre. Je ne vous le demande pas en tant qu'employeur. Je vous le demande en tant qu'homme qui a tout perdu et qui ne sait pas comment le reconquérir. Un long silence s'installa. Puis Sophie prit la parole, d'une voix douce. La réunion à Londres? Annulée. Et le contrat de Singapour? Reporté. Jusqu'à quand? Aussi longtemps qu'il le faudra. Jean-Pierre la regarda droit dans les yeux. Je me moque de perdre tous mes contrats, tous mes immeubles, tout mon argent. Rien de tout cela n'a d'importance si je les perds. Sophie le scruta, comme pour s'assurer de sa sincérité, de sa transformation. Finalement, elle laissa échapper un long soupir. Si je reviens, il y a une chose que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de les réparer. Il s'agit de les aimer. D'être là, chaque jour. Même quand c'est difficile, même quand elles vous rejettent, même quand on a l'impression d'échouer. Je sais. Et vous ne pouvez pas le faire à moitié. Pas question d'être présent quelques semaines, puis de reprendre vos vieilles habitudes une fois que les choses se seront calmées. Je ne le ferai pas. Je le jure. Sophie baissa les yeux, puis le regarda de nouveau. Je reviendrai. Mais pas tout de suite. Le cœur de Jean-Pierre se serra. Donnez-moi encore 2 jours, dit-elle gentiment. Je dois régler quelques affaires ici. Et vous, vous devez annoncer aux filles mon retour. C'est de votre bouche qu'elles doivent l'apprendre. Elles doivent savoir que vous êtes venu me chercher. Que vous vous êtes battu. Jean-Pierre acquiesça, submergé par le soulagement. Merci. Merci, Sophie. Elle s'approcha, sa voix plus ferme. Ne me remerciez pas trop vite, monsieur le roi. Le plus dur reste à faire. Jean-Pierre reprit la route, animé d'un sentiment nouveau. Plus seulement l'espoir, mais un but. Il trouva les filles dans la salle de jeu, toujours assises en cercle, toujours silencieuses. Il s'agenouilla devant elles. « J'ai quelque chose à vous dire. » 3 paires d'yeux verts se tournèrent vers lui. « Je suis allé voir mademoiselle Sophie aujourd'hui. Et elle va revenir. » Les yeux de Manon s'agrandirent. Chloé se redressa. Les lèvres de Léa s'entr'ouvrirent. Dans 2 jours, elle sera là. Et cette fois, la voix de Jean-Pierre était chargée d'émotion, cette fois, je veillerai à ce qu'elle reste. Parce que je reste, moi aussi. Pour la première fois depuis des jours, il vit une lueur dans leurs yeux. Pas encore la confiance, mais peut-être. La possibilité. Ces 2 jours parurent une éternité. Jean-Pierre tint sa promesse. Il resta à la maison, prépara le petit déjeuner, leur lut des histoires, resta assis à leur côté même quand elles ne réagissaient pas. Mais il lisait dans leurs regards. Elles attendaient, le souffle court, n'osant espérer. Le matin du 2e jour, Jean-Pierre se leva à l'aube. Il fit des crêpes, comme Valérie les aimait. Il dressa la table et appela les filles. Elles descendirent à pas lents, en pyjama, se tenant toujours la main. « Mangez, dit-il doucement. C'est un jour spécial. » Manon le regarda. « Mademoiselle Sophie vient ?» La poitrine de Jean-Pierre se serra. C'était la première fois qu'elle s'adressait à lui directement depuis des semaines. « Oui, mon trésor. » Elle rentre à la maison. Sophie arriva à midi. Monique lui ouvrit. Les 2 femmes s'étreignirent chaleureusement. « Elle guette par la fenêtre depuis ce matin, » chuchota Monique. Sophie acquiesça, les yeux déjà humides. Elle traversa le couloir, le cœur battant.
Elle entendit la voix de Jean-Pierre depuis le salon, calme, posée. Il leur lisait une histoire. Elle s'arrêta sur le seuil. Les filles étaient sur le canapé, une de chaque côté de leur père. Il tenait un livre sur ses genoux. Mais elle ne regardait pas les images. Elle fixait la porte, attendant. Sophie se montra. « Bonjour, mes trésors. » Le temps se suspendit. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. « Mademoiselle Sophie. Mademoiselle Sophie. » La voix de Chloé était brisée par l'émotion. Léa bondit du canapé. « Tu es revenue. » Elles coururent toutes les trois. Elles se jetèrent dans les bras de Sophie avec une telle force qu'elle faillit perdre l'équilibre. Mais elle les rattrapa, les serra toutes les trois contre elle de toutes ses forces. Elles pleuraient, parlaient en même temps. Un flot de paroles ininterrompues. « On croyait que tu ne reviendrais jamais. Tu nous as tellement manqué. Papa avait dit que tu venais, mais on n'osait pas y croire. » Sophie s'agenouilla, les serrant encore plus fort. « Je suis là, mes amours. Je suis là. Vous m'avez manqué chaque seconde. Tu restes ? » demanda Manon en reculant, le visage inondé de larmes. « Tu ne vas plus partir ?» Sophie leva les yeux vers Jean-Pierre, de l'autre côté de la pièce. Il était toujours assis sur le canapé, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il fit un signe de tête. Sophie se retourna vers les filles. « Je reste. C'est promis. » Léa blottit son visage contre l'épaule de Sophie. « On t'aime. Je vous aime aussi, mes chéris, plus que tout. » Jean-Pierre observait la scène. Il ne bougea pas, ne dit rien. Il regardait ses filles renaître dans les bras d'une autre. Et pour la première fois, il n'éprouva aucune jalousie. Juste de la reconnaissance. Parce que c'était cela, l'amour. Le vrai. Celui qui ne réclame rien, qui n'attend rien en retour. Qui est juste là, et qui reste. Après un long moment, Sophie se tourna vers lui. « Monsieur le roi. » Jean-Pierre se leva et s'approcha lentement. Sophie poussa doucement les filles. « Votre papa s'est beaucoup battu pour que je revienne. Il est venu me chercher. Il n'a pas baissé les bras. » Manon leva les yeux vers son père. Le regarda vraiment. « C'est vrai ?» Jean-Pierre s'agenouilla à leur côté. « C'est vrai. Parce que je vous aime. Et j'ai enfin compris. Vous avez besoin de gens qui sont là, pas de gens qui envoient de l'argent ou des cadeaux. Des gens qui restent. » Chloé tendit la main et prit la sienne. Manon prit l'autre. Léa passa ses petits bras autour de son cou. Et Jean-Pierre le roi, l'homme qui avait bâti un empire, qui avait signé des contrats à 1 milliard, qui avait conquis Paris, s'effondra. Il serra ses filles contre lui et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de Valérie. Sophie posa une main sur son épaule. Un geste doux, une promesse silencieuse. On va y arriver. Tous ensemble. Ce soir-là, l'atmosphère de la maison avait changé. Elle n'était plus vide, plus silencieuse. Les filles étaient dans la cuisine avec Sophie, elles préparaient le dîner en riant, en parlant, en chantant. Jean-Pierre, sur le seuil, les regardait. Et pour la première fois en 2 ans, il ressentit une émotion qu'il croyait à jamais disparue, la paix. 6 mois plus tard, la grande maison de campagne n'avait plus rien de vide. Jean-Pierre avait révolutionné son existence. Il travaillait de chez lui 3 jours par semaine. Fini les journées à rallonge. Fini les voyages pendant l'année scolaire. Il connaissait les maîtresses de ses filles, les prénoms de leurs amis, les chansons qu'elles inventaient, leurs jeux préférés. Il était là chaque matin pour le petit déjeuner, chaque soir pour le dîner, pour l'histoire du coucher, les cauchemars, les jours heureux et les jours de peine. Il était présent. Et lentement, très lentement, ses filles recommencèrent à lui faire confiance. Sophie n'était plus une simple employée. Elle faisait partie de la famille. Les filles l'appelaient Tati Sophie. Elles partageaient leurs repas, leurs anniversaires, récitaient une prière avec elles avant qu'elles ne s'endorment. Et Jean-Pierre, à son contact, apprit à écouter sans vouloir tout résoudre, à être présent sans chercher à tout contrôler, à aimer sans condition. Un samedi soir, alors que le soleil déclinait sur la Loire, Jean-Pierre les rejoignit au jardin.
Sophie et les filles étaient à genoux dans la terre, plantant des fleurs, les mains pleines de terreau, leur rire flottant dans l'air tiède. Jean-Pierre s'approcha. « Qu'est-ce que vous plantez de beau ?» Léa leva un visage épanoui. « Des tournesols, papa. »« Des tournesols ?» Manon acquiesça. Tati Sophie a dit que maman adorait ça. Jean-Pierre s'agenouilla près d'elle, la gorge nouée. C'est vrai. Elle les aimait plus que tout. Chloé enfouit délicatement des graines dans la terre. Pourquoi elle les aimait, papa? Jean-Pierre regarda Sophie. Elle lui adressa un sourire d'encouragement. Il se retourna vers ses filles. Votre maman disait que les tournesols se tournent toujours vers la lumière. Même dans la plus grande obscurité, ils cherchent le soleil. Elle disait que c'est comme ça qu'il faut vivre. Toujours chercher la lumière. Comme nous, dit doucement Manon. Les yeux de Jean-Pierre s'embuèrent. Oui, ma chérie, comme nous. Léa désigna le ciel. Papa, regarde. Un papillon jaune s'était posé sur un sachet de graines. Les filles se turent, fascinées, le regardant ouvrir et fermer lentement ses ailes dans la lumière du soir. C'est maman, chuchota Léa. N'est-ce pas? La voix de Sophie était douce. Oui, mon trésor. C'est elle qui veille sur vous. Elle est si fière de voir comme vous êtes devenue forte. Le papillon prit son envol, décrivit un cercle, puis s'éloigna vers le soleil couchant. Manon prit la main de Jean-Pierre. Tu crois qu'elle sait qu'on va bien, maintenant? Jean-Pierre la serra contre lui. Les serra toutes les trois, la voix brisée par l'émotion. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'elle nous a observés tout ce temps, en attendant qu'on retrouve notre chemin. Chloé leva les yeux vers lui. Tu restes, papa? Pour de vrai? Je reste, ma puce. Promis. Je ne vais plus nulle part. Jamais. Jamais. Léa posa sa tête contre sa poitrine. Je suis contente que mademoiselle Sophie soit revenue. Moi aussi, mon trésor. Moi aussi. Jean-Pierre croisa le regard de Sophie par-dessus les têtes des fillettes. Elle essuyait ses larmes. Merci, mima-t-il. Elle secoua doucement la tête. Non, merci à Dieu. Et Jean-Pierre comprit. Il ne s'agissait ni de lui, ni de Sophie, ni même des filles. Il s'agissait de la grâce. Celle qui vous trouve quand vous êtes au plus bas. Celle qui fait jaillir des champs du silence. Celle qui ne vous abandonne pas, même quand vous avez renoncé à vous-même. Le soleil disparut à l'horizon. Le jardin fut baigné d'une lumière dorée. Et pour la première fois depuis la mort de Valérie, Jean-Pierre Leroy se sentit entier. Non que tout fût parfait, mais parce qu'il était enfin à sa place. Présent, reconnaissant, chez lui. Manon leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Ils vont pousser, les tournesols, hein papa? Jean-Pierre lui déposa un baiser sur les cheveux. Oui, ma chérie. Ils vont pousser. Et quand ils seront grands, ils se tourneront vers la lumière. Comme maman disait. Comme nous, répéta Chloé. Comme nous, murmura Jean-Pierre. Et à cet instant, entouré de ses filles, aux côtés de la femme qui les avait tous sauvés, Jean-Pierre comprit enfin la leçon que sa femme avait toujours voulu lui enseigner. La vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on bâtit. C'est ce que l'on devient. Et la chose la plus précieuse en ce bas monde n'est ni le succès, ni l'argent, ni le pouvoir. C'est un amour qui demeure. Même dans le silence, même dans les ténèbres, un amour qui demeure. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Matthieu 16h26.